merci beaucoup. Je pense que c'était très intéressant de voir cet aspect de la présentation, du travail que requiert aussi la réalisation des allogreffes et cette vision qui peut paraître un petit peu terre à terre. Alors il va me revenir la lourde tâche de conclure parce que il commence à se faire tard et puis je ne voudrais pas être trop long, mais je vais réinsister sur juste quelques chiffres et quelques petits points qui m'ont marqué et qui me semblent importants. Voilà, donc effectivement, nous arrivons aux 40 ans de grève de CSH, plus exactement, ça sera au début de l'année 2019, hein, et c'est un travail d'équipe qui a impliqué le CHU, mais bien sûr aussi l'EFS. Effectivement, une grande histoire pour des petites cellules, je crois que c'est vraiment ça. Et d'abord, une petite séquence souvenir. Vous allez voir les bulles, mais en version animée. C'est un reportage qui avait été fait au moment où la Ligue contre le cancer, qui nous soutenait, avait mis la main à la poche pour acheter des bulles dans le service. Et vous allez voir comment on fonctionnait à l'époque. Donc, j'ai pas laissé le son du commentaire original. Voilà, donc le patient était enfermé, et l'infirmière ou le médecin qui l'examinait donc devait rentrer dans le scaphandre pour réaliser l'ensemble des soins. Alors le grand jeu à la contre-visite le soir, c'était parce qu'il y avait une ventilation dans le scaphandre. Donc le copain qui était dehors, il s'amusait à couper la ventilation pour mettre un petit peu d'ambiance pour le collègue qui était en train d'examiner le patient. Donc ça, c'est les anciennes poches qui contenaient les greffons. Donc il y avait la fâcheuse habitude de se casser. C'était un plastique qui était extrêmement rigide. Voilà toutes les manipulations, la banque dont vous parlait tout à l'heure Nicole. Donc tout est en milieu stérile et vous voyez, on fixait un container avec un double verrouillage. Par l'intérieur, on pouvait ensuite ouvrir l'accès au container, mettre dedans ce qu'on voulait sortir, on refermait le container et on le revissait ensuite sur le même système sur la bulle pour le rentrer dans la bulle sans qu'il y ait de rupture donc du système stérile. Et tout se faisait comme ça. Les selles, les urines du patient sortaient de la même façon. Donc le patient devait faire son auto-entretien à l'intérieur de la bulle. Je vous rappelle qu'il passait entre 3 et 4 semaines quand même à l'intérieur de cette bulle. C'est un système d'isolement qui était quand même compliqué. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas connu, et puis pour les plus anciens, pour rappeler un petit peu comment ça fonctionnait. Alors, juste pour remettre les choses, ça a déjà été dit, donc le travail il a débuté en fait dans les années au milieu des années 70, et ça a débuté à l'EFS, c'est effectivement le professeur Peters qui était directeur de l'EFS à l'époque, qui avait eu la bonne idée d'accueillir donc un jeune médecin qui était le docteur Patrick Hervé, qui n'était pas encore professeur à l'époque et qui s'intéressait beaucoup à l'immunologie et puis aux cellules et au prélèvement de cellules, qui était quand même le premier métier de l'établissement français du sang, et tout un important travail qui a été fait sur la cryopréservation des cellules, puisque pour pouvoir faire des greffes autologues, puisque on était surtout sur l'idée des greffes autologues à l'époque, il fallait quand même pouvoir conserver les cellules, et le moyen de les conserver c'était de les congeler, mais encore fallait-il s'assurer que pour les congeler, elles restaient vivantes quand on les décongelait et qu'on pouvait s'en servir. Et donc après tous ces travaux préparatoires dans les années 70, la première greffe autologue a été réalisée donc, chez un patient en rechute d'une leucémie aiguë. Puis ensuite, il y a eu la grande époque dans les années 80, on vous en a déjà parlé. Vous avez compris que toute l'alloréactivité, ça tourne autour du lymphocyte T. Donc on a eu la grande époque à Besançon de la déplétion des lymphocytes T. Et de la même façon, dans l'idée de manipulation des greffons, quelque chose dont on ne parle plus du tout aujourd'hui pour les greffes autologues, on se disait que une partie des rechutes qui survenaient chez les patients qui étaient greffés en autologue, ça venait peut-être des cellules
tumorale qui restait dans les greffons qu'on leur prélevait. Et à l'époque, on a eu une grande époque où on traitait par chimiothérapie ex vivo, une fois que le greffon était prélevé, les greffons autologues avant de les congeler et de les réinjecter aux patients. Et moi, mon travail de DEA, donc ça ne s'appelait pas un master à l'époque, ça s'appelait un DEA, c'était justement sur la purge des greffons autologues in vitro, avec deux grandes écoles, l'école de Besançon qui disait on applique une dose fixe, et je ne sais pas si vous vous souvenez pour les plus anciens, et l'école de Norbert-Claude Gorin, donc à l'hôpital Saint-Antoine, donc qui était pour les doses ajustées du mafosfamide, la stazette qu'on utilisait à l'époque. Ensuite, on vous l'a déjà dit, donc première greffe allogénique en 1982, qui était en fait déjà une greffe haploïdentique, en fait, puisque c'était une petite fille qui avait été greffée avec l'un de ses oncles. Et on a récidivé ensuite dans les années suivantes, mais en voyant les résultats catastrophiques, notamment en termes de GVH, c'est vrai qu'on a arrêté ces greffes haploïdentiques, mais vous voyez que c'était une idée qui n'était pas nouvelle. Et puis ensuite, donc, on a suivi l'évolution finalement de l'activité d'allogreffe avec l'apparition des greffes à partir d'un donneur phéno-identique. On avait eu précédemment la création à l'EFS d'un centre donneur pour l'inscription des donneurs volontaires non apparentés, puisque tout ça nécessitait, commençait à se rigidifier un petit peu sur le plan administratif et surtout avait besoin d'une grande coordination au niveau national et international pour qu'on puisse avoir l'accès aux donneurs un petit peu partout dans le monde. Après, on vous l'a déjà mentionné aussi, dans les années 90, le début des sites aphérèses, puisque je vous rappelle qu'au départ, tous les prélèvements, y compris les prélèvements autologues, se faisaient au bloc opératoire. Et je pense que Mohamed, Ibrahim, comme moi, on a prélevé des centaines de litres de moelle osseuse. Quand j'étais interne, on allait toutes les semaines au bloc opératoire, au moins une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Et quand on prélevait une maladie de Hodgkin, qui était éligible pour une autogreffe, c'est-à-dire qui avait déjà reçu du MOP ou du MOP ABV à l'époque, il fallait s'accrocher pour réussir à prélever 1 litre de moelle. On prélevait derrière, on prélevait devant, on prélevait le sternum. Donc c'était vraiment un vrai travail. On passait au moins 2 heures sur chaque patient au bloc opératoire. En 1990, on avait eu, au moment de l'accident de Tchernobyl, l'un des pilotes russes qui avait survolé la centrale au départ, donc qui s'était retrouvé irradié, qui était éligible pour une greffe de cellules souches hématopoïétiques, puisqu'il avait eu une irradiation qui était létale. Donc il a été greffé à Seattle aux USA, mais avec un greffon qui a été prélevé chez une franc-comtoise, ici au CHU de Besançon, et ça avait été médiatisé à l'époque, ça avait fait un peu de publicité pour cette activité. On vous a déjà parlé de l'activité de greffe de sang de cordon, j'y reviendrai pas, avec une première greffe qui s'est faite en décembre 1996, et j'ai revu cette patiente en consultation la semaine dernière. Ça fait donc 22 ans qu'elle a été greffée avec un sang placentaire, et ça fait 12 ans qu'elle a été greffée de rein également, puisque elle avait eu une toxicité donc, de la cyclosporine, qui avait détruit complètement ses reins. Elle a été greffée de rein, et actuellement c'est une patiente qui va bien, qui vit à domicile, qui n'a pas de réhospitalisation et qui ne prend plus que 3 médicaments. Donc finalement c'est quand même pas si mal. Alors, 90-2000, les années TKO, on vous en a parlé, je ne vais pas revenir. 2001, donc on a une autre phase où on a fait des greffes pédiatriques dans le service d'hématologie adulte. Pendant une dizaine d'années, ça a été une sacrée aventure. On a pesé les couches, on avait racheté des berceaux, donc des petits lits à barreaux, donc c'est une activité quand même très particulière. Il y a quand même 385 enfants qui ont été greffés à Besançon, alors pas tous dans le service d'adultes, donc il y a aussi des autogreffes et des allogreffes dans ce nombre. Actuellement, l'activité d'allogreffe se fait chez nos collègues de Nancy ou de Strasbourg pour les enfants, et Besançon n'a plus l'accréditation pour les greffes pédiatriques. On a eu nos époques un petit peu farfelues, entre guillemets, où on a suivi les effets de mode. J'avais construit un protocole à l'époque pour réaliser 5 autogreffes pour des scléroses en plaques. Donc je ne sais pas si certains dans la salle s'en souviennent. Un patient en a bénéficié sur les 5, et c'est quelque chose qui n'a pas suivi, et
nos collègues immunologistes, qui s'occupent des pathologies auto-immunes. Ce n'est pas une voie de développement qu'ils ont suivie sur le CHU, donc ce n'est pas une activité qui s'est poursuivie pour l'instant, même s'il y aurait probablement encore des indications pour des pathologies comme la sclérodermie, en sachant qu'il y a une RCP nationale maintenant pour valider ces indications. Et 2014, bien sûr, le retour des greffes haploïdentiques. Je dis le retour parce qu'effectivement, on avait commencé notre activité d'allographie avec celle-là, et notamment les 3 premières greffes qu'on avait réalisées, où on savait pertinemment qu'on n'avait probablement aucune chance de rendre service aux patients, mais c'était des patients qui étaient effectivement jeunes, en grande demande thérapeutique, qui avaient reçu de multiples traitements, et on avait réalisé ces greffes plus pour vérifier leur faisabilité. Et effectivement, ces patients ont vécu 3 mois de façon tout à fait satisfaisante, sans complications, avec des hospitalisations courtes, l'absence de GVH, mais malheureusement, ils ont tous rechuté de leur hémopathie de façon rapide, parce que c'était des maladies qui étaient beaucoup trop réfractaires. Mais ça nous a rassurés sur la faible toxicité de ce traitement, et donc ça nous a permis de développer ces greffes qui représentent maintenant une bonne partie de nos indications, comme dans beaucoup d'autres centres en France. Alors quelques chiffres, quelques dates, et je terminerai par ça. La première autogreffe, donc c'était exactement le 17 avril 1979, donc ça fera effectivement 40 ans au début de l'année prochaine, avec la 1000e autogreffe qui a été réalisée en 2004. La première autogreffe en 1982, je vous l'ai dit, qui était déjà une greffe haploïdentique. La 1000e allogreffe qui a eu lieu le 10 mars 2014, et au 26 juillet 2018, merci au registre de l'EBMT qui nous envoie ces suivis. Donc 1593 autogreffes ont été réalisées à Besançon, 1218 allogreffes, et 71 patients allogreffés depuis plus de 20 ans sont toujours suivis dans le service, et 150 patients suivis depuis au moins 10 ans, donc entre 10 et 20 ans en fait, sont également toujours suivis dans le service. Donc effectivement, on peut avoir des longs survivants, et je pense qu'avec 20 ans de recul, on peut admettre que le patient est guéri. Certains avec des séquelles, je vous ai dit, on a 3 ou 4 patients qui ont été greffés rénaux également, mais c'est des patients qui sinon seraient morts de leur hémopathie. Il ne faut quand même pas oublier l'indication et la raison pour laquelle ces greffes ont été réalisées. Alors, ce travail a quand même eu une certaine reconnaissance, l'accréditation JACI, je vous l'ai dit, les agréments pour la production de LTI, qu'a obtenu l'EFS en 2016, et ça c'est un énorme travail, et notre participation, ce que j'ai appelé aux instances de la greffe. Alors, dans le temps, c'était le FAG et le GECMO, pour ceux qui ont connu. Donc FAG, c'était France Autogreffe, et GECMO, c'était le groupe d'études de la greffe de moelle osseuse. Donc France Autogreffe s'occupait surtout des autogreffes, et GECMO s'occupait surtout des allogreffes. Et donc les présidents avaient été respectivement donc, le professeur Patrick Hervé pour l'autogreffe, et pour le GECMO, c'était le professeur Yann Luckman. Et il y avait toujours un peu une guéguerre en disant mais l'autogreffe, c'est pas une greffe, ça va jamais rendre service aux malades. Il y avait des discussions épiques à l'époque entre les deux, jusqu'à ce que finalement ces deux sociétés fusionnent en 1992 pour devenir la Société française de greffe de moelle, donc puis la SFGMTC, et là aussi nous avons participé régulièrement aux instances. Pierre Tiberghien, ici présent, a été donc président du conseil scientifique pendant de nombreuses années. J'ai moi-même participé au conseil d'administration, et puis Patrick Hervé est resté très impliqué aussi avec l'Agence française du sang, qui est ensuite devenue l'établissement français du sang, qui a toujours soutenu de façon très importante les activités de greffe. Moi, je suis resté impliqué au niveau de l'Agence de la biomédecine, au niveau de certains groupes d'expertise de l'INCA, donc comme Christophe Ferrand aussi, qui est impliqué pour le versant médicaments de thérapie innovante et Carticel. Donc je crois qu'on peut être fier du travail qui a été accompli. En conclusion, je voudrais dire que c'est un travail d'équipe, donc qui repose sur l'équipe hospitalière, ses médecins bien sûr, mais aussi toute l'équipe soignante, toutes les personnes qui sont impliquées maintenant au niveau des soins de support. L'établissement français du sang, sans qui on n'aurait rien pu faire, et on continue vraiment à travailler main dans la main avec toujours
un très grand soutien donc, du directeur actuel Pascal Morel. Donc au niveau de l'unité ITSERM qui est dirigée maintenant par Philippe Sass, notamment pour tous les travaux de recherche et une implication qui est vraiment extrêmement importante. Il faut savoir qu'on est aussi dans une situation particulière à Besançon où l'établissement français du sang est aussi notre laboratoire d'hématologie, hein, donc c'est extrêmement important. Et c'est notamment l'établissement français du sang qui assure toutes nos analyses HLA, hein, actuellement sous la direction d'Anne Dormois. Et vous savez que même si on essaye de s'affranchir de cette fameuse barrière HLA, on n'y est pas toujours arrivé et on a encore besoin d'analyser les typages à l'heure actuelle. Alors ce sera peut-être plus le cas d'ici quelques années, mais pour l'instant ça reste extrêmement important. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Nous avons 2 fois organisé le congrès de la SLGMTC à Besançon. Une première fois en 1996, c'était Jean-Yves Kahn qui l'avait fait à l'époque. Et en 2006, c'était moi qui m'en étais occupé. Et c'était déjà dans ce même lieu, même si ce n'était pas dans le même amphithéâtre. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas revenir. J'avais prévu de vous faire un petit historique de la greffe de cellules souches hématopoïétiques, mais ça a été fait par les différents intervenants. Je voulais juste terminer en laissant la parole à monsieur professeur Maurice Schneider. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, le professeur Maurice Schneider a fait partie donc, de l'équipe de Georges Mathé, il va vous en parler. Et la première greffe de cellules souches hématopoïétiques en France et même dans le monde, c'est eux. Donc il va vous le raconter. Je crois que c'est une histoire qui n'est pas si connue que ça. Et ça vaut vraiment le coup qu'il nous en parle un petit peu. D'abord, je voudrais m'excuser auprès de mon collègue Ibrahim qui m'a dit qu'il y avait eu une greffe avant celle-là. Donc ce n'est pas la première greffe mondiale de moelle osseuse, c'est la première greffe européenne de moelle osseuse. Excusez-moi, Ibrahim. Alors, je voulais vous parler surtout de mon patron. Mon patron, c'était Georges Mathé. Qui connaît Georges Mathé à l'heure actuelle? Plus personne. Est-ce que quelqu'un ici connaît Georges Mathé? Vous connaissez quand même un peu. Certains, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, Georges Mathé, au début des années 60, il avait imaginé l'immunothérapie et il avait appelé la greffe de moelle osseuse la première allogreffe d'immunothérapie. C'était pour lui le début de l'immunothérapie. Et donc, je voulais vous présenter cette équipe dont je faisais partie, dont j'ai eu l'honneur de faire partie, avec l'équipe de Georges Mathé, avec Jean-Louis Amiel, Léon Schwarzenberg, Albert Catin et moi. Et voici donc cette première greffe. Ce malade, c'était un malade qui était étudiant en médecine, 26 ans. C'était donc au début des années 1962, à la fin des années 62, début des années 63. Il avait une leucémie lymphoblastique depuis novembre 61. Et on avait obtenu une première rémission en 1962 par l'association Prednisone 6-mercaptopurine qui a duré jusqu'en décembre 1962. On n'avait pas beaucoup de produits à cette époque-là. Et donc en décembre 1962, on a observé une rechute avec 33% de lymphoblastes dans la moelle osseuse et qui n'a pas été réduite par l'association de prédnisone et vancomycine, qui était un médicament qui arrivait à cette époque. Et donc il est venu lui-même en avril 1963 dans le service du professeur Georges Mathé à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Il avait envie lui-même, il a dit: je viens pour recevoir une greffe de moelle osseuse allogénique, la seule chose qui peut éventuellement me sauver. Et donc, le 17 et le 18 avril 1963, on a fait, c'est le professeur Claude Lalanne à l'époque, à l'Institut Gustave Roussy, qui a irradié 2 fois 400 grades par 2 sources de Tourelle 60, et ceci était précédé par 4 jours de mercaptopurine
à la dose de 300 mg par jour, et on l'a placé en chambre stérile à l'IGR. Et donc le 22 avril, il est aplasique, et le 23, il va recevoir 2 ml d'une mixture de sang et de moelle osseuse de 6 donneurs. Il avait 6 donneurs, son père, sa mère, sa sœur et ses 3 frères. Et on lui a injecté 5,8, 10 puissance 10 cellules nucléaires. Et l'histocompatibilité, à l'époque, c'était le tout début, c'était avant même le début de l'immunologie, et l'histocompatibilité a été déterminée par les phénotypes érythrocytaires, sériques et les antigènes leucocytaires, et on avait montré qu'un de ses frères était le plus proche de lui. Et donc, on a une perte de toutes les cellules sanguines, et vous voyez ici donc la disparition pratiquement totale de toutes les cellules du sang. Et puis, petit à petit, au mois de fin mai, début juin, il y a une augmentation, une restauration qui va se produire petit à petit. Et donc, ce qui se passe, c'est l'apparition du syndrome secondaire. Dans les premiers jours de mai, on va noter une rapide perte de poids, diarrhée, fièvre, nausées, vomissements, alors ainsi qu'une érythrodermie desquamative. Donc vous avez vu une photo tout à l'heure, tout à fait exacte, pareil, avec une infiltration de monocytes, l'apparition d'hépatomégalie, une polyadénopathie et d'une miliaire pulmonaire. On a pensé qu'il avait peut-être une tuberculose. Le tout accompagné d'une hyperosonophilie sanguine et d'une diminution des immunoglobulines sériques. On le traite par association isoniazide streptomycine avec une prednisone à forte dose et acide aminocaproïque. Et si vous voulez, le 6 juillet 1963, la plupart des signes de syndrome secondaire vont diminuer et disparaître. Il reprend du poids et sort de l'hôpital en bon état général. Et donc le phénotype érythrocytaire est alors celui de son frère, P. Et on va essayer le 6 juin d'une greffe de peau des 6 donneurs et de lui-même. Celui de lui-même est raté malheureusement, on ne peut pas en tirer quoi que ce soit. Et la plupart de ces greffes de peau sont rejetées entre 15 jours et 2 mois, sauf celle de son frère P, qui est intacte après 7 mois. En octobre, il va recevoir plusieurs fois des leucocytes isolés de son frère P, et on note une petite récurrence du syndrome secondaire qui regresse après traitement par prednisone. Et il va rester en parfaite rémission totale de sa leucémie jusqu'à janvier 1964, à laquelle malheureusement il va présenter un herpès zoster, compliqué par une méningoencéphalique et des troubles psychiatriques, et il décède le 17 décembre 1964, 20 mois après l'irradiation, et à l'autopsie on ne retrouve aucun foyer leucémique. Donc il est mort d'un syndrome infectieux. Voilà, et donc on a pu présenter dans le British Medical Journal en 1963, le Georges Maté à Liège sur son universalité sanitaire. Et on a eu un deuxième article dans Blood en 1965. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais bien sûr, quand on aurait dû commencer par ceci, c'était au tout début, j'aurais dû commencer même, parce que quand vous voyez tous les progrès qui ont été faits en particulier à Besançon, c'est quand même quelque chose de tout à fait important. Je vous remercie. Moi, je trouve que c'est bien en conclusion, parce que finalement, cette histoire, elle récapitule presque toute l'histoire de la greffe de moelle osseuse, comme c'était à l'époque. On retrouve tout, hein, donc la compatibilité HLA, la réaction de GDH, les complications infectieuses, le désir de comprendre pourquoi on a fait les greffes de peau après la greffe, c'était pour essayer de voir quel était le donneur qui avait pris, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, on ne connaissait pas le HLA, hein, donc c'est pour ça que tout ça avait été fait, il y avait déjà la curiosité donc d'essayer de comprendre, et puis finalement cette GVH traitée efficacement par un médicament miracle qu'on utilise toujours en hématologie, la cortisone. Hein. Donc finalement, effectivement, beaucoup de progrès, beaucoup de choses ont été faites depuis, mais les concepts étaient déjà là et la pratique était déjà là, et je trouve que cette observation est un magnifique résumé de l'histoire de la LOPAF. Et je voudrais que les deux présidents anciens de l'EBMT, de la SFGMTC, viennent vers moi pour qu'on rende un court hommage donc,
au professeur Maurice Schneider, parce que je crois que toute cette activité de greffe, on n'aurait pas pu la faire sans ces pionniers qui ont pensé à ça. Hein. Donc il n'y avait pas de CPP, il n'y avait pas donc, de consentement à l'époque. Et là, c'est le patient qui est venu en disant « je veux ma greffe ». Alors ça, on a encore de temps en temps des patients qui arrivent et qui disent « je veux ma greffe ». Et je pense qu'on peut tous se lever pour applaudir le professeur Maurice Schneider et en souvenir de notre passage à Besançon. Voilà. C'est quelque chose qui se voit et c'est agréable. Et vraiment, je vous remercie de votre venue. Merci à vous.